Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. J'espère que vous avez bien profité de la coupure pour souffler, pour vous reposer un petit peu, faire quelques nuits un peu plus longues parce que c'est vrai que bon, quand tu suis un peu tous les matchs, les nuits blanches forcément c'est. Bon, en tout cas les nuits très courtes c'est quand même assez courant. Donc là c'était le moment de souffler un peu, d'esquiver un peu le All-Star Game aussi parce que bon, moi j'ai juste vu le box score et deux trois highlights, ça m'a pas franchement emballé. Ce que j'ai bien aimé par contre, c'était le concours à 3 points et le duel Steph Curry et Sabrina Ionescu, qui était vraiment vraiment cool. Mais voilà, à part ça, le reste c'était quand même pas fameux, quoi. Comme on s'y attendait et comme c'est un peu le cas chaque année maintenant depuis un certain temps. Euh, on va rapidement revenir sur les derniers matchs des Bulls avant la coupure, avant de faire une sorte de mini bilan à ce moment-là de la saison. Et puis après, on va passer sur la suite et quelques dernières infos qui sont déjà pas fameuses. Euh, donc on s'était arrêté après le premier match du road trip qui était à Memphis, qu'on avait gagné. Et ensuite, on allait à Orlando. Et avec une belle opportunité de se rapprocher un petit peu au classement, parce qu'Orlando était l'équipe juste devant nous. Ils sont 8e de l'Est. Et donc, vu qu'on avait une belle opportunité, on l'a laissé filer, hein, parce que voilà, on fait toujours un peu ça. La faute à une fin de match très très compliquée. On a multiplié les mauvais choix. Demar DeRozan notamment qui s'est un peu enfermé dans de l'isolation alors que Vucevic était ouvert à l'intérieur ou il y avait d'autres possibilités, etc. Donc du coup il y a eu pas mal de mauvais shoots, pas mal de pertes de balles. Et c'est dommage parce qu'on avait sorti un excellent troisième quart-temps notamment où on avait vraiment pris le contrôle du match, on était beaucoup plus physique, on jouait plus vite, on provoquait des lancers, etc. On exploitait quelques mismatchs à l'intérieur avec Vucevic notamment. Mais après, tout le long du match, on a eu des problèmes de fautes. Ayo a fini avec 5 fautes, Drummond et Talen Terry ont fini avec 4 fautes. Et ça nous a un peu empêché de répondre physiquement sur la fin de match. Et c'est surtout, c'est dommage parce que Orlando a pas mal aligné des 5 de grande taille. Il y a eu plusieurs séquences dans le match où ils alignaient à la fois Wendell Carter, Franz Wagner, Jonathan Isaac et Banquero. Donc ça fait quand même des types de grande taille sachant que nous, on est plus un effectif de petite taille, donc ça a été parfois compliqué de répondre à ça. Au final, on va en prolongation, alors qu'on avait ce match en main, on était vraiment bien. Et puis là, petit à petit, on a baissé et en prolongation, on mettait plus un shoot, on envoyait que des briques. Et puis Orlando a pris les rebonds, s'est imposé dans tous les hustle plays, comme ils ont fait sur le quatrième quart-temps pour revenir dans ce match. Et on a semblé manquer autant d'inspiration que d'énergie sur cette fin de match, quoi, comme si on était éclaté, qu'on n'avait plus la lucidité pour faire les bons choix. Et du coup, on laisse filer ce match-là qui est extrêmement dommage parce que du coup, 3 matchs contre Orlando cette saison, 3 défaites. Et puis ils sont juste devant toi au classement. Enfin, juste devant, ils avaient quand même quelques victoires d'avance, mais c'était l'occasion de réduire un petit peu cet écart-là. Et du coup, tu te reprends un écart au lieu de ça, quoi. Euh, il fallait se rattraper à Atlanta 2 jours plus tard. C'est ce qu'on a fait, des Hawks qui étaient sans Capella. Et Atlanta qui est une équipe, il faut le dire, qui est quand même assez soft. Et on a su en profiter. Cette fois-ci, c'est nous qui avons apporté un élément physique dans ce match-là et on a été capable de leur faire pas mal de mal de cette manière-là. Vucevic a été excellent pour profiter donc de l'absence de Capella et donc de son avantage de taille à l'intérieur. Il a eu beaucoup de post-up à exploiter, beaucoup de mismatch, etc. Il a mis 24 points, il a provoqué pas mal de lancers, je crois qu'il fait 7 sur 8 ou 7 sur 9 au lancer franc dans ce match-là. Mais le meilleur sur ce match-là contre Atlanta, c'est Ayo. Ayo Dosunmu a été extraordinaire. Déjà parce qu'il a mis Triangle dans sa poche, comme il fait à chaque fois, en le bousculant, en le pressant full court, en le jouant physique. On sait que Triangle déteste ça. Et il a fini à 3 sur 14, dont 2 sur 10 à 3 points, Triangle. Mais surtout, Ayo de l'autre côté, il l'a exploité. Pareil, supériorité physique, démarrage en drive, il le laissait sur place. Et même quand Atlanta mettait d'autres gars sur lui, Ayo s'en foutait. Il prenait tout le monde de vitesse, il allait mettre ses lay-ups. Et en plus, il a été extrêmement adroit à 3 points. Il termine avec un record en carrière de 29 points, 12 sur 18 au shoot, 5 sur 7 à 3 points. Donc, une telle efficacité offensive, plus museler le meneur de jeu adverse et le réduire à un impact très très limité, même s'il a donné 14 passes décisives. Voilà, clairement, ça a été un élément majeur de ce match-là et qui a permis de s'imposer d'une dizaine de points sans trop de difficultés face à une équipe de Hawks, donc on l'a dit, qui est quand même défensivement assez affreuse et qui est, voilà, est
quand même relativement soft. Et donc, voilà, n'ont pas été capables de répondre aux défis physiques qu'on a imposés. Et 2 jours plus tard, c'était un peu l'inverse, parce que les Cavs, par contre, en termes d'être physique, et, euh, et en plus, eux étaient au complet. Et alors, eux, par contre, ils sont pas du tout soft, hein. Par contre, eux, ils nous ont vraiment, vraiment bousculé tout le long, ils nous ont cassé les couilles. Jarrett Allen, Mobley, tout ça, ils nous ont fait vivre un sacré cauchemar. Euh, on avait tenté de répondre à ça, enfin en tout cas Billy Donovan avait tenté de répondre à ça en mettant Drummond dans le 5 de départ avec Vucevic. Le problème c'est que sur les phases défensives, Drummond reste près du cercle et donc ça force entre guillemets Vucevic à s'éloigner, à jouer un peu poste 4 défensivement. Et il a été exploité tout le long par les Cavs en fait, parce que dès que les Cavs voyaient que Vucevic était là, ils faisaient des pick and roll pour provoquer un switch. Et derrière, Vucevic se retrouvait soit à défendre à 7 mètres du cercle sur Garland ou sur Donovan Mitchell. Et donc, du coup, il s'est fait exploiter tout le long. Soit il s'est fait prendre en vitesse, soit il a fait des fautes, etc. Mitchell, il a multiplié les lancers francs comme à chaque fois face à nous. Et donc, on s'est fait détruire comme ça, quoi. Et encore une fois, dans ce match-là, on y était. Les 3 premiers cartons, on est devant. On fait des super efforts. Il y a d'excellents hustle play. Défensivement, il y a des mains actives pour provoquer des pertes de balles, foncer en transition. On a de l'adresse de l'autre côté. On est dedans. Et le problème, c'est qu'à force de subir physiquement, tu sens quand même que petit à petit, les Cavs reviennent, quoi. Donc, déjà dans le troisième quart-temps, même s'ils ne passent pas devant à ce moment-là au score, tu vois que petit à petit, ils prennent confiance, ils montent en puissance, ils nous bousculent. Et puis, ça a fini par arriver assez tôt dans le quatrième quart-temps. Derrière, DeMar DeRozan met quelques panic clutch pour nous maintenir dans le match. Kobe White égalise à 103 partout à l'entame de la dernière minute. Lui aussi, il est monté en puissance au fil du match. Il a mis des gros gros paniers à 3 points. Le problème, c'est que dans la dernière minute, euh, c'était beaucoup plus compliqué. Kobe White a eu beaucoup de ballons en main pour les dernières possessions. Et il y a cette perte de balle terrible où il drive et il ressort la balle pour Vucevic, qui n'arrive pas à contrôler la balle et elle part en touche. Et de son propre aveu, Kobe White l'a dit après le match, en fait, lui, il a drivé et ils étaient deux à venir sur lui pour le contester. Donc il a voulu ressortir la balle, mais il pensait que Vucevic était derrière les lignes à 3 points. Donc il a envoyé une passe appuyée, sauf que Vucevic était 2 mètres derrière lui. La balle est arrivée vite et fort, et donc Vucevic n'a pas vraiment réussi à la contrôler. La balle est partie en touche, on a perdu le ballon sur cette action, et derrière, il a fallu faire des fautes pour les envoyer au lancer, etc. Ils ont pas loupé leur lancer. Et du coup, on perd ce match avec Kobe White qui a le shoot pour éventuellement envoyer ce match en prolongation sur la toute fin. Mais il prend un shoot à 3 points en tête de raquette qui touche que le cercle et on s'incline 108-105. Et c'est encore une fois un match super frustrant. Surtout qu'avant ces deux actions, la perte de balle et le dernier shoot de Kobe, après qu'il ait égalisé à 103 partout, les arbitres ont inventé une faute d'Onsezu sur Caruso pour offrir un lancer franc à Donovan Mitchell. En fait, il y a une remise en jeu pour les Cavs. Et donc Caruso est collé à Donovan Mitchell. Et Donovan Mitchell le dégage, le pousse. Et Caruso finit au sol. Et les arbitres disent faute de Caruso. Donc voilà, il a eu son lancer franc. Les Cavs ont gardé la possession, ils ont marqué. Et derrière, il y a eu cette fin de match avec cette perte de balle, etc. Donc euh, on commence à avoir l'habitude face aux Cavs et notamment chez eux de se faire un petit peu de se faire salement avoir par les arbitres, mais bon, voilà, qu'est-ce que c'est. Et encore une fois, c'est dommage parce que ça a ruiné nos bons efforts dans ce match-là. Cette fin de match où on est passé un petit peu au travers sur les dernières minutes, c'est vraiment frustrant parce qu'au final, le road trip, tu as 2 victoires, 2 défaites, donc victoire à Memphis, défaite à Orlando, victoire à Atlanta, défaite à Cleveland. Et les 2 défaites, il y avait moyen d'aller les chercher. C'était des matchs serrés. Il y en a un qui joue en prolongation et l'autre qui joue sur le dernier shoot. Euh, où, où on était dedans, quoi. On était vraiment en mesure d'aller les chercher. Et ça s'est joué sur des détails en fin de match avec des pertes de balles, des shoots mal pris, etc. Et donc, quand tu fais un peu le bilan, là où tu peux éventuellement rejoindre Arturas Karnichovas quand il dit on est compétitif, c'est que oui, soir après soir, on l'est. Parce que tous les soirs, chaque match, peu importe contre qui on joue, on se donne une chance d'y être, de gagner ce match-là. Ça se joue sur les dernières secondes, sur les dernières possessions, sur des détails. On met pas de blowout.
on n'en prend pas non plus. C'est très rare dernièrement qu'on ait une défaite de 10, 15, 20 points ou qu'on gagne de 10, 15, 20 points. Je crois que la dernière fois c'était Memphis quand ils s'étaient venus à Chicago et qui leur manquait la moitié de l'équipe, qu'on avait gagné d'une trentaine de points. Mais voilà, ça remonte déjà un petit moment. Euh, c'est soit on débute pas bien les matchs et après on rattrape des retards, soit il y a eu un moment où c'était les troisièmes cartons où on revenait pas bien, même si ces derniers temps c'était quand même beaucoup mieux. Mais voilà, chaque soir on y est. Peu importe l'adversaire, son classement, sa forme du moment. Euh, Quand on a reçu les Wolves, voilà, ça s'est joué à pas grand chose. Les Cavs, ça s'est joué à pas grand chose, alors qu'ils étaient sur une excellente série depuis début janvier. Euh, et à l'inverse, les Grizzlies décimés, on a eu du mal aussi. Euh, dans des matchs où on mène de 15-20 points, on se fait rattraper. Il y a des matchs où on est en retard de 15-20 points et on revient. Donc bref, des matchs serrés, il y en a eu toute une flopée. On a disputé sur 55 matchs jusqu'ici cette saison. Il y en a quand même 30 qui rentrent dans la catégorie clutch définie par la NBA. Et comme on dit à chaque fois, 5 points d'écart maximum dans les 5 dernières minutes. 30 sur 55, c'est énorme, c'est plus de la moitié. Donc c'est monstrueux. Et donc on y est, mais le problème c'est que bah voilà, il y a des fois où on foire nos fins de match avec les mauvais choix, avec euh, euh, voilà, des possessions pas toujours bien prises. Est-ce que c'est toujours le bon gars qui prend le bon shoot au bon moment? Est-ce que Donovan éligne forcément le meilleur 5 sur la fin de match? Des fois il y a des problèmes de faute. Euh, Genre à Orlando, Drummond avait ses problèmes de faute, ça aurait été bien de l'avoir plus sur le parquet pour contrer la taille de Jonathan Isaac, de Banchero, de Wagner, de Carter, etc. Mais avec ses problèmes de faute, c'était compliqué. Donc voilà, il y a toujours des petits trucs comme ça, des, euh, des moments où, malgré nos bons efforts, et ben, on n'est pas capable de revenir, quoi. Et au final, on est à 26-29 en termes de bilan. Donc à chaque fois qu'on essaie de revenir à un bilan équilibré, on en perd un ou deux, on en regagne un ou deux, et puis on en repère un ou deux. Donc là, le road trip, c'est victoire, défaite, victoire, défaite. Donc voilà, on continue de faire du surplace, quoi. Et puis on continue de payer aussi notre très mauvais début de saison où on était à 5-19. Donc depuis, le retour a été solide, mais là maintenant, on est, on est bloqué à cette neuvième place, euh, englué au milieu du play-in. Si tu regardes le classement, on est à 4 victoires et demie de la sixième place qui nous ferait sortir du play-in pour être dans les équipes de play-off. Sixième place qui est tenue par Indiana actuellement. Mais on est également à 4 défaites et demie de sortir du play-in et de se faire rattraper par Brooklyn. Donc on est dans le play-in à 4 victoires et demie d'écart avec les équipes au-dessus du play-in et à 4 et demi aussi des équipes en dessous. Donc on est vraiment en plein milieu. Il y a quand même de grandes chances qu'on dispute le play-in à la mi-avril. Maintenant, il faut juste déterminer à quelle place. Est-ce qu'on va être capable de rattraper Orlando ou Miami, parce qu'ils ont un bilan similaire, et remonter vers les 7-8e places? Ou est-ce qu'on va rester 9e? Ou est-ce que Atlanta peut revenir sur nous, voire Brooklyn, même si ça paraît quand même un peu compliqué maintenant, mais enfin, voilà, on est en plein milieu. On est en plein milieu, donc c'est un peu. Voilà. Mais bon, apparemment, on est compétitif, quoi. Sur les matchs en eux-mêmes, oui, mais en termes de classement, etc., bah, on continue de payer notre mauvais début de saison et toutes les histoires qu'il y a eu autour de Zach Levine, etc., quoi. Après, si tu fais une sorte de bilan en termes de jeu, voilà, on se rappelle que les Bulls l'été dernier nous parlaient du fait de vouloir jouer plus vite. Bon, bah ça c'est mort, hein, on est le pire pace de la ligue et de très très loin, donc ça c'est même pas la peine. La progression qu'on peut remarquer et que les Bulls, sur lesquels les Bulls insistaient l'été dernier, c'était les rebonds, notamment les rebonds offensifs. C'est vrai qu'il y a un jump qui est quand même assez intéressant. On était 28e au rebond offensif l'an dernier, on est 12e cette saison, donc Drummond y est pour beaucoup, mais c'est pas le seul, hein. Il y a aussi l'activité de joueurs comme Caruso, comme Ayo Dosunmu qui prend beaucoup de rebonds, Kobe White aussi. Donc ça c'est un domaine où on a quand même pas mal progressé. Au niveau du shoot, on est à 36,1% à 3 points, ce qui est exactement le même que l'an dernier. Avec un peu plus de volume, on prend 4 shoots en plus par match à 3 points, on en met, bah, voilà, on tourne à 36%. Donc il y a un volume un peu supérieur, sans être fabuleux non plus, hein. On est 22e de l'NBA en termes de tir à 3 points tentés, donc c'est pas non plus. Mais bon, on était bon dernier l'an dernier, donc voilà, il y a du mieux.
Mais en termes de pourcentage, c'est le même que l'an dernier. Donc voilà. Et puis Billy Donovan parlait aussi d'obtenir plus de lancers francs. Là aussi, les chiffres sont quasi identiques. On obtient même moins de lancers francs cette année. Ça ne joue à pas grand-chose, hein. Je crois que l'an dernier, c'était 21,9 lancés par match. Et là, c'est 21,2, un truc comme ça. Donc un tout petit peu moins cette année. Et au niveau des pourcentages, c'est quasiment la même chose. On tourne autour des 79-80% lancés francs. Donc voilà, au niveau de la progression à ce niveau-là, c'est extrêmement minime, quoi. Enfin, c'est même régression, parce qu'en termes de nombre, ça a baissé par rapport à l'an dernier. Donc voilà, est-ce qu'on a vraiment sur une saison où on peut dire, ouais, on est monté en puissance? Bah non, parce que non, c'est la même chose que l'an dernier, on est quasiment au même bilan au même moment de la saison. On a les mêmes stats à 3 points, sauf qu'on a un volume légèrement supérieur. On a pratiquement la même chose au lancer franc. On a un pace encore plus dégueulasse. L'an dernier, on était quatrième adresse globale de la ligue. Là, on a chuté. On est en dessous de la 10e place. Donc, honnêtement, en termes de jeu, en termes de ce qu'on voit, même défensivement, tu vois, c'est pas non plus, il n'y a pas des années-lumière entre ce qu'on voyait l'an dernier et ce qu'on voit cette année, quoi. C'est même pas forcément une grosse progression. C'est juste qu'on est capable de faire les bons stops au bon moment sur certaines fins de match. Mais globalement, voilà, c'est pas fameux, quoi. Donc, ouais, ça reste la continuité, quoi. La continuité qu'on avait et que Karnišovas nous bassinait avec l'an dernier. Maintenant, il nous parle de compétitivité. Bon, bah voilà, c'est juste un autre mot, mais enfin, c'est plat. Toute la saison, depuis 1 an et demi, maintenant, 2 ans, c'est plat, c'est la même chose, quoi. On voit à peu près la même chose tout le temps. Donc bref, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, hein. Selon Karnišovas, c'est fabuleux, on doit tous être contents, donc voilà, on va dire qu'on est content. Donc reprise donc jeudi soir à Chicago face à Boston. Donc merci, hein. Il pourrait y avoir plus simple comme reprise, mais non, juste le meilleur bilan de la ligue qui vient chez toi. Quasiment au complet d'ailleurs, donc c'est cool. Euh, D'ailleurs là, le programme qui arrive, il va être quand même assez costaud, parce qu'on a donc Boston à domicile jeudi soir. Ensuite, on ne rejoue pas avant dimanche soir, mais sur le parquet des Pelicans. Ensuite, on a Pistons, Cavs, Bucks à domicile. Avant un gros road trip à l'ouest où on va aller à Sacramento, à Utah, à Golden State et chez les Clippers. Tu retournes au United Center le 11 mars contre Dallas. Tu vas à Indiana. Ensuite, tu reçois les Clippers. Donc, il y a du très très lourd. Jusqu'à la mi-mars, là. Donc, ça fait combien de matchs? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 matchs là pour reprendre où ça va être, mais carnage. Carnage. T'as du Boston, t'as des Bucks, t'as les Cavs, t'as le road trip à l'ouest, t'as 2 fois les Clippers, t'as Dallas, t'as Indiana. Pouah. Eh ben, bah, ça va être compliqué. D'autant plus que là, donc les Bulls ont repris les entraînements mardi, donc hier. Et du coup, ça a permis d'avoir un point infirmerie. Et il n'est pas bon du tout, parce que Patrick Williams, où on avait dit, ça fait 2 semaines qu'il est absent et il sera réévalué au moment de la coupure du All-Star Game. Il n'a pas recommencé à courir. Donc il est d'ores et déjà forfait pour le match contre Boston, parce qu'il n'est pas en condition physique. Même le match à New Orleans dimanche, c'est pas sûr, parce qu'il faut encore qu'il monte en puissance, qu'il court, etc. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc euh, on va voir, mais le problème, c'est surtout que pendant la trêve All-Star, Torrey Craig s'est blessé au genou. En faisant un entraînement de son côté individuel, il s'est blessé au genou et il va être réévalué, comme Patrick Williams il y a 2 semaines, entre 2 et 4 semaines. Donc bah voilà, tous les matchs là que j'ai annoncés, il va probablement tous les louper. Et ça va être galère, quoi. Donc là, tu te poses la question, est-ce qu'il est revenu trop tôt de sa blessure? Parce qu'il était revenu plus tôt que qu'on avait prédit à la base, hein. On annonçait entre 8 et 10 semaines d'absence. Il est revenu après 7 semaines. C'était une blessure au pied. Là, c'est une blessure au genou, donc c'est différent. Mais est-ce que voilà, ça a pu engendrer avec une certaine fatigue, manque de conditions, etc. On connaît les médecins des Bulls, hein. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Là, ça se trouve, dans 2 semaines, ils vont te dire, bon, bah, il est opéré fin de saison, hein. Tu sais jamais avec ces cons. Donc voilà, voilà, on doit faire sans Torrey Craig pendant au moins 2 à 4 semaines.
Donc est-ce que on va avoir Caruso en poste 4? Est-ce qu'on va retrouver Vucevic et Drummond? Ça va se faire en fonction des match-ups. Je pense que là, si on met Vucevic et Drummond ensemble face à Boston, ça va être du suicide. Je pense qu'il vaut mieux commencer euh, avec un 5 plus petit en termes de taille, avec Caruso en 4, etc. Parce que si tu mets Drummond sur Tatum, non, là tu vas juste demander à crever en fait. Sachant qu'en plus, la dernière fois qu'on a joué Boston, ils nous ont défoncé. Il y a eu du Hake Drummond dans ce match-là. C'était en novembre. Donc, ouais, là, faudrait éviter de retrouver ce genre de truc-là. Et puis, de toute façon, Boston, voilà. Si c'est comme sur les derniers matchs, que ce soit Cleveland, que ce soit Minnesota ou quoi, où on est capable d'être dans le match jusqu'à la fin, on va voir. Mais de toute façon, là, comme on l'a dit, on a un calendrier tellement compliqué qui nous attend qu'avec ou sans Torrey Craig, avec ou sans Patrick Williams, on va galérer. On va galérer. Ce serait mieux s'ils étaient là tous les deux, même si Patrick Williams, quand il est absent, tu le remarques pas vraiment, quoi. Quand Caruso est pas là, tu te dis ah merde, il manque Caruso. Quand Craig est pas là, tu te dis ah merde, il manque Torrey Craig. Mais Patrick Williams, honnêtement, là, les 2 dernières semaines, tu te dis pas ah merde, si on a vu Patrick là, on aurait été bien bien meilleur, quoi. Enfin, perso, j'ai pas ce sentiment-là, quoi. Donc on va voir. Mais là, c'est sûr que Patrick Williams et Torrey Craig qui vont être absents encore là sur les prochains matchs, bah forcément, ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. On va serrer les fesses, on va croiser les doigts et puis on va espérer que ça se passe du mieux possible pour que bah, qu'on garde cette 9e place, qu'on se fasse pas dépasser par Atlanta et puis bah, si par miracle on enchaîne quelques victoires et qu'on arrive à rattraper un peu Orlando, mais enfin j'y crois quand même pas franchement, quoi. Là, à mon avis, le bilan équilibré, on va pas aller le chercher tout de suite, hein. On n'était déjà pas capable de le faire là quand le calendrier était relativement abordable par moment. Là, j'y crois pas du tout. Mais, sait-on jamais, hein, après tout, hein, les miracles, ça peut arriver. Et puis, bah, si on n'y croit pas, autant arrêter la saison tout de suite, quoi. Donc, on va observer ces matchs-là et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Donc, on va se retrouver, comme il n'y a pas de match entre euh, jeudi et dimanche. Enfin, on va jouer jeudi et on ne rejoue pas avant dimanche. Donc, on fera une vidéo après le match contre Boston pour voir un peu où on en est à ce niveau-là. Voir s'il y a des infos au niveau des blessures, Patrick Williams, etc. Si on en sait un peu plus. Et puis voilà, on verra à partir de là. Donc d'ici là, ben, comme d'hab, portez-vous bien. Mieux que les Bulls, j'espère, parce qu'en termes de blessures et de bilan, c'est pas extra, même si on nous dit que c'est génial, hein. Mais voilà, donc portez-vous bien, et puis on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.